bonsoir, merci de nous choisir. Vous êtes sur RTG Boulbine, les titres. Des foyers de réticence persistent toujours dans le cadre de la lutte contre Ebola à Bofa. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, du chemin reste à faire. Des vivres et non-vivres pour les enfants orphelins et handicapés de certains centres d'accueil. Ce don est un geste de l'ONG Les Enfants de Madame Tamba, les échos dans ce journal. L'équipe nationale de judo se prépare pour le tournoi international de Saint-Louis au Sénégal. En prélude à cette compétition, les judokas guinéens poursuivent leur mise au vert. Une fois encore, bonsoir, merci de choisir RTG Boulbine. À l'entame de cette édition, nous nous rendons au Niger où se tient la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. L'Afrique du Sud s'est qualifiée cet après-midi en battant l'équipe cadette du Nigeria sur le score d'1-0. Le résumé de nos confrères de LC2 Afnex avec le concours de la régie finale. Il ne va pas en rester là, il compte pas en rester là. On se doute bien. Il a des ambitions, ce joueur. Donc le Paul a concédé de la touche. Les Sud-Africains vont essayer de repartir. Avec Frosler. Ah, c'est bien joué, c'est passé au deuxième poteau. La frappe, ouverture du score de la part des Sud-Africains. Quelle belle action de Mayo et ses partenaires. C'est Mayo qui inscrit le premier but de la rencontre. Et beaucoup d'hésitation. Un mauvais positionnement de la part de Awal et de ses partenaires. Et les Sud-Africains profitent de cette occasion. Voilà. Pour se signaler et ouvrir le score 1-0 pour l'Afrique du Sud. Mayo, on revoit cette action, le long ballon de Foster, le défenseur Awal qui est levé, et Mayo ne laisse aucune chance à Oudo 1-0 pour l'Afrique du Sud. On revoit encore une fois bien croisé dans le petit filet intérieur. Ça suffit en tout cas pour permettre d'ouvrir le score à ces équipes africains. Décidément plein d'ambition dans cette rencontre, même si Restons donc à Niamey où le Sili National Cadet sera face à son homologue du Mali demain jeudi. Une confrontation qualifiée de derby ouest-africain par les spécialistes du cuiron. Comment se préparent les poulains d'Amidou Camara? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux. Les Aiglons du Mali, classés premiers dans le groupe B, reçoivent ce jeudi au stade général Séni Kountié de Niamey le Sili National Cadet, deuxième de la poule A. C'est au compte de la deuxième demi-finale de la 11e CAN des cadets. Comme à l'accoutumée, ce face-à-face, j'allais dire ce choc entre Maliens et Guinéens, sera un autre derby classique au cours duquel chaque équipe se battra pour la victoire, aidée en cela par le fait que les deux formations se connaissent. On a fait 12 jours à Bamako. On a livré 2 matchs amicaux. Le premier match est soldé 3-0 en faveur des Maliens. On a joué sur un terrain synthétique et on a joué à 15 heures. Et en ce moment, les enfants venaient d'arriver au Mali. Il y avait eu des petits problèmes au niveau de l'acclimatation, j'ai compris. Mais le deuxième match, on s'est préparé. Ils ont répliqué. On a gagné le deuxième match 2-0. Ce faisant, dans ce match, au-delà des joueurs sur le terrain, tout devrait se jouer au niveau du coaching. Ainsi, l'entraîneur qui réussira le coaching gagnant pourrait bel et bien remporter la victoire. En tout cas, l'État guinéen de son côté, à travers le ministère des Sports, a dégagé tous les moyens qu'il faut. Ils ont eu pratiquement 20 jours d'internat à Nouveau-Tel, 10 jours de stage à Bamako, et ce qui démontre aujourd'hui la bonne prestation que cette équipe est en train de faire ici dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Les primes même de qualification pour les demi-finales ont été payées. Rien n'a manqué, en tout cas pour cette équipe, de la préparation jusque dans la compétition elle-même. Aujourd'hui, l'État ne doit rien, franchement, à cette équipe. Alors, la balle est dans le camp du Sili National Cadet qui doit la saisir au premier bond avant le rebond. Bonne chance donc au Sili National Cadet. Retour en Guinée, précisément à Pofa sur le littoral. Là-bas, les partenaires et la coordination nationale de riposte à Ebola ont du mal à intervenir pour circonscrire la propagation du virus Ebola. Face à cette triste réalité, les acteurs réfléchissent sur les voies et moyens pour amener les populations à comprendre l'esprit de la lutte contre le virus Ebola. Cheikh Sanoussi Sanko.
La stratégie mise en place par la Coordination nationale de lutte contre Ebola et les partenaires techniques de la santé a du mal à faire des résultats dans la perspective zéro Ebola en 60 jours. Dans certaines préfectures, comme Bofa par exemple, les poches de réticence persistent encore par endroits et de façon très virulente. Du coup, élus locaux, responsables administratifs, agents de santé, religieux et partenaires, nul n'échappe à la colère des populations quand il s'agit de gérer cette épidémie. Nous avons des zones de résistance, c'est vrai, il ne faut pas se leurrer. Nous avons été frappés par le virus en 2 niveaux, dans 2 sous-préfectures. Ce n'est pas là où on a engendré et généré le virus, c'est des gens qui se mouvoient, qui venaient d'ailleurs, qui nous ont emportés. Nous avons pu les gérer. Cette intoxication, désinformation fait que les gens se rebellent maintenant contre toutes les autorités. Devenu un des épicentres du virus en Basse-Côte, Bofa garde une position contraire à la dynamique imprimée à la lutte contre le virus Ebola. Contrairement à plusieurs autres préfectures où la cohabitation entre acteurs de riposte et population a produit déjà des effets favorables, à Bofa, la leçon est encore loin d'être comprise par les populations qui restent toujours hostiles aux acteurs de la riposte. Dans le même registre, sensibilisation à Farana sur les rumeurs de vaccination dans les écoles. En tournée dans l'arrière-pays, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a mis en garde les colporteurs de fausses nouvelles. Il faut signaler que récemment, plusieurs localités du pays se sont illustrées dans la destruction des kits de lavage des mains dans les écoles. Reportage Amadou Touré, Sankouba Doukouré. Farana a été la dernière étape de la tournée de sensibilisation des acteurs de l'éducation relative aux rumeurs de vaccination et de pulvérisation des écoles. Plusieurs localités de cette préfecture se sont illustrées ces derniers temps dans la réticence à l'installation des kits de lavage de mains dans les établissements scolaires. C'est le cas à Marella, sous-préfecture de la localité, où le véhicule du directeur préfectoral de l'éducation transportant des kits a été caillassé par un groupe de jeunes révoltés. L'ordre vraiment est rétabli et nous pensons désormais continuer sur la sensibilisation au niveau d'abord des parents d'élèves, donc l'association des APAE, et aussi la vigilance autour des écoles par les enseignants eux-mêmes. À Farana, nos services de sécurité ont pu quand même arrêter 7 personnes qui vont vraiment être traduits au niveau des juridictions. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a regretté ce comportement de certains citoyens avant de mettre en garde toute attitude de nature à compromettre la quiétude dans les écoles. C'est un signal que je voudrais lancer. Je voudrais que l'ensemble des autorités et des responsables du système éducatif, en tout cas de l'enseignement préuniversitaire, comprennent que l'engagement fait par le président de la République, tout ce qui a été investi pour que ces enfants soient sécurisés, chacun de nous doit faire en sorte que ce travail se fasse correctement. Si un enseignant ou un responsable est pris dans une situation comme vous venez de le prendre, nous n'allons pas hésiter, nous allons prendre la sanction la plus lourde pour que cet enseignant serve d'exemple aux autres. L'étape de Farana, c'est aussi la rencontre avec les directeurs préfectoraux de l'éducation des inspections régionales de Farana et de Kankan. Au cours de ces rencontres, les difficultés liées à la réussite de la session 2015 ont été abordées par les cadres du département et les responsables scolaires à la base. Au même moment, à Conakry, la coordination nationale de riposte à Ebola procède à la remise d'attestations de témoignages aux 49 agents de l'Organisation ouest-africaine pour la santé. Ces volontaires qui ont sauvé des vies quittent la Guinée avec de bons souvenirs. Alseni Listo Camara a pris part à la cérémonie dans un réceptif hôtelier de la place. Cette cérémonie de remise de satisfecit des témoignages s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance des efforts fournis par les 49 agents de santé déployés par l'Organisation ouest-africaine pour la santé OAS. Une manière pour la coordination nationale de lutte contre Ebola de remercier cette structure sous-régionale pour son appui à la Guinée. En réalité, on n'a pas besoin d'apports supplémentaires si ce n'est que dans des compétences spécifiques. Mais toujours est-il qu'il faut commencer à penser après Ebola que nous avons besoin de compétences pour renforcer notre système de santé en termes de surveillance, surtout type d'intervention et d'amélioration de la prise en charge. Donc nous espérons que les partenaires qui nous ont accompagnés. Ces volontaires viennent de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils étaient redéployés dans 8 préfectures pour une durée de 3 mois. On a reçu un bon accueil en Guinée.
Moi, particulièrement, on m'a affecté à Cancan. On a bien collaboré avec les administratifs politiques et sanitaires. Donc, je peux dire un très bon séjour à Cancan. Koya, Kindia, Fouroukaria, Kankan, Kerewani, Sigri, Kissidou et Beila ont été les préfectures sillonnées par ces volontaires OAS pour la lutte contre Ebola dans le but de sauver les victimes. Autre fait de l'actualité, signalons qu'à nouveau les humanitaires volent au secours des enfants sans attache familiale. Les centres Regina, Marie et Dimakane bénéficient d'un important don de vivres et de non-vivres de la part de l'ONG Les Enfants de Madame Tamba. Mohamed Souma pour les détails. Ils sont tous des enfants handicapés et orphelins non loin du regard des humanitaires. Cette fois, c'est au tour de l'association Les Enfants de Madame Tamba de penser à ces démunis. Elle fait donc des vivres, des kits d'hygiène et des repas à une cinquantaine d'enfants des centres Regina Marie et Dimakane. C'est la joie qui se dessine sur leur visage en cet instant de partage et de solidarité. Cette cérémonie de solidarité, de partage est la manifestation de notre engagement pour les œuvres caritatives et humanitaires, pour perpétuer la mémoire d'une grande dame dont la vie était amour, solidarité et partage. L'association Les Enfants de Madame Tamba, mes prières, mes reconnaissances et mes hommages à cette brave femme, Madame Tamba. Sa vie durant, elle n'a jamais accepté d'être rassasiée pendant qu'un enfant souffrait la douleur de la faim. Après 12 ans d'existence, les centres Regina Marie et Dimakane ont secouru 1200 enfants en détresse. L'accompagnement du ministère de l'Action sociale et de ses partenaires, à l'image de l'association Les Enfants de Madame Tamba, concourt à ce résultat. La promotion du bien-être et des droits des enfants est une priorité de la mission de notre département. Celle des orphelins constitue un devoir social qui incombe à tous. Cette entité de notre société mérite une attention toute particulière de la part de l'État et de ses partenaires, car elle constitue un des maillons de la chaîne de la couche la plus vulnérable de notre société. Ces centres de réinsertion pour enfants handicapés et orphelins sollicitent d'autres apports pour réaliser des projets en faveur de cette couche vulnérable. À présent, parlons du passage de l'analogie au numérique dans ce journal. La société Fusion Numérique a rencontré ce mercredi les cadres de la RTG Boulbiné. L'objectif est d'échanger pour trouver des voies et moyens afin de commencer les travaux de numérisation des installations dans les plus brefs délais. Le compte-rendu est signé Alseni Guissé. Échanger pour trouver une piste de solution dans le cadre du passage de l'analogie au numérique, c'est l'objectif de cette rencontre de la Société Fusion Numérique française avec les services techniques et administratifs de la RTG Boulbiné. Par des échanges, par des réunions de travail qui ont permis d'aborder tous les sujets de façon exhaustive, les directives et même les directions qui vont être prises dans les tout prochains jours pour que les délais soient tenus. Pour aller vite, à partir du 1er mars, une équipe de relais sera installée. C'était vraiment la journée de restitution des échanges qui ont eu lieu sur 3 jours. Vous avez dû constater par exemple au niveau du schéma technique où on a établi un plan de travail. C'était juste pour une journée ou 3 journées de moisson. J'ai eu toutes les informations techniques sur les installations de la RTG Boulbiné. Alors je sors vraiment renforcé dans ma conviction parce que nous nous sommes toujours battus pour qu'aujourd'hui on passe à la phase numérique au niveau de nos médias, surtout que la RTG Boulbiné est prédisposée. Nous émettons un semi-numérique. Ils ont trouvé vraiment un terreau favorable au niveau de la radio, au niveau de la télé. C'est ce qui d'ailleurs leur conforte dans leur conviction. Ce projet de numérisation va permettre à la RTG Boulbiné et Coloma d'être au diapason de la mondialisation dans le cadre médiatique. Par ailleurs, pendant que le manque d'emploi bat son plein, certains jeunes diplômés sans emploi s'adonnent à des activités génératrices de revenus. À travers la vente et la charge des téléphones, des jeunes parviennent à gagner leur quotidien. Le reportage de Moriba Fofana est rendu en studio par Mohamed Kourouma. Le manque d'emploi constitue une préoccupation majeure des diplômés guinéens. En attendant l'intervention de l'État, certains jeunes se lancent dans des activités génératrices de revenus. La charge et la vente des téléphones, par exemple, sont entre autres activités entreprises par ces jeunes.
De se forcer de plus encore, même comme s'il n'y a pas de boulot, je ne suis pas embauché quelque part. Bon, quand même, mes petits besoins, je vais dire alhamdoulilah. Partout à travers la ville, nous remarquons les cabines téléphoniques. Cela semble bien marcher pour les tenanciers et les consommateurs apprécient l'initiative. Je veux dire que les jeunes de faire téléchanter, c'est bon pour les jeunes, pour se débrouiller. Il y a beaucoup de problèmes en tant que tu es jeune. Pendant que les gens attendent la création des emplois par l'État, d'autres jeunes préfèrent se battre d'eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins. Un mot de sport dans ce journal. L'équipe nationale guinéenne de judo est en plein dans les préparatifs pour le tournoi international de Saint-Louis. C'est au Sénégal. J'y parviens. Cette mise au vert des athlètes guinéens se poursuit sans grand bruit. Notre reporter Kaba Fodé est allé savoir un peu plus. Suivez. Le tournoi international de Saint-Louis se tient depuis 34 ans et regroupe les athlètes africains de judo. Le tournoi sert de compétition de qualification aux différents championnats africains, senior cette année au Gabon, junior à l'île Maurice et le championnat du monde de judo à Kazakhstan. Les points cumulés à ces différentes compétitions qualifient aussi les athlètes aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. La Guinée sera représentée au tournoi de Saint-Louis par l'équipe de judo de la SFAG. 19 combattants, dont 3 femmes, sont à l'internat depuis bientôt un mois. C'est une initiative de la Direction générale des sports militaires et paramilitaires en collaboration avec la Fédération guinéenne de judo. Depuis le 28 janvier, on est là pour la préparation de cette compétition tournoi international qu'on a l'habitude d'aller tout moment, de qualifier, avoir de médailles pour aller dans les différentes compétitions, le championnat d'Afrique, les Jeux africains et le championnat du monde. Depuis qu'on est là, on travaille dans tout le coin, puisque je suis encadré par la commission technique. Dans ce refuge, pour une meilleure préparation, les athlètes sont coupés de tout contact extérieur. Ils apprennent les techniques liées à la pratique de judo à dimension internationale. Vous savez, le judo, ce n'est pas comme les autres disciplines. Le judo, il y a le travail debout et le travail au sol. On travaille physiquement, techniquement et tactiquement. Parce que vous-même, vous savez, l'entraîneur qui est devant nous, ce n'est pas un petit entraîneur. C'est quelqu'un qui a la pédagogique d'entraîner les athlètes. Aujourd'hui, je suis fier de mon entraîneur et la Fédération guinéenne de judo et la direction militaire et paramilitaire. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Le tournoi qui démarre le 3 mars prochain est considéré comme une dernière chance pour les Guinéens qui ont besoin de marquer les points, étant donné qu'ils ont été absents ces derniers temps dans plusieurs compétitions pour cause d'Ebola. Avant de nous quitter, sachez que les préparatifs des 72 heures du livre se poursuivent. Dans la rubrique magazine de ce journal, nous donnons la parole à l'un des acteurs majeurs de cet événement. Il s'agit de notre confrère de la RTG Coloma, Alfred Claudie Oulemou. Il est au micro de la deuxième dauphine Miss Guinée 2015. Il faut dire que c'est une très très belle initiative et nous, au niveau de la télévision nationale, comme nous l'avons fait chaque année, plus particulièrement moi, j'installe chaque année aux éditions des 72 heures un plateau télé où nous allons essayer de contribuer, d'interviewer les différents participants et nous comptons apporter un peu plus cette année pour que ces 72 heures rentrent dans le commun de Guinéens. Aujourd'hui, le livre, grâce à Harmattan Guinée, le livre devient de plus en plus consommable et il est important pour tous les Guinéens aujourd'hui de participer à ce salon des 72 heures pour s'en rendre compte de l'effectivité, de la qualité donc de l'organisation et de l'importance donc du livre dans la vie du Guinéen. Okay. D'accord. Avez-vous déjà écrit? Non, je n'ai pas encore écrit, mais peut-être avec l'appétit faisant, peut-être que je ferai l'autobiographie de ma personne. Okay. Aujourd'hui, vous avez la chance de vous adresser à la Guinée, à la jeunesse en particulier. Alors, quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants, par exemple, par rapport à la lecture?
J'invite tous les étudiants et surtout les jeunes. On n'a pas besoin d'être étudiant pour pouvoir s'adonner à la lecture. Même à très bas âge, on peut déjà commencer à lire les bouquins. Et donc, il faut amener, c'est surtout aux parents, parce que ce sont les parents qui doivent inculquer ce virus de lecture, de la lecture aux enfants. Ce sont les parents qui doivent demander aux enfants de lire. Donc, moi, j'invite les parents à motiver les enfants, à créer un cadre favorable qui puisse amener les enfants à la lecture. Et moi, j'inviterai beaucoup plus les jeunes, les étudiants, les élèves à faire beaucoup plus de recherches, à venir dans les librairies, à aller dans les centres où il y a des moments de lecture ensemble, en groupe ou en individuel. La lecture, nourriture de l'esprit. Voilà, ce magazine sur les 112 heures du livre met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles à la RTG Boulbiné, votre télévision de proximité. Et bonsoir chez vous.